bercé. Sur sa mule fringante. Messer Blasius s'avance. Dans les bleuets fleuris. Vêtu de neuf. L'écritoire au côté. Comme un Poupon. sur l'oreiller. Il se ballotte. Sur son ventre rebondi. Et les yeux à demi fermés. Il marmotte un paternoster. Dans son triple menton. Salut, maître Blasius. Vous arrivez au temps de la vendange, pareil à une amphore antique. Que ceux qui veulent apprendre une nouvelle d'importance m'apportent ici, premièrement, un verre de vin frais. Voilà notre plus grande écuelle. Buvez, maître Blasius, le vin est bon. Vous parlerez après. Vous saurez, mes enfants, que le jeune Perdican, fils de notre Seigneur, vient d'atteindre sa majorité et qu'il est reçu docteur à Paris. Il revient aujourd'hui même au château, la bouche toute pleine de façons de parler, si belles et si fleuries, qu'on ne sait que lui répondre les trois quarts du temps. Toute sa gracieuse personne est un livre d'or. Il ne voit pas un brin d'herbe à terre qui ne vous dise comment cela s'appelle en latin. Et quand il pleut ou qu'il fait du vent, il vous dit tout clairement pourquoi. Vous ouvririez des yeux grands comme la porte que voilà de le voir dérouler un des parchemins qu'il a colorié d'encre de toutes couleurs, de ses propres mains et sans en rien dire à personne. Enfin, c'est un diamant fin des pieds à la tête. Et voilà ce que je viens annoncer à monsieur le baron. Vous sentez que cela me fait quelque honneur à moi, qui suis son gouverneur depuis l'âge de 4 ans. À mes bons amis, je ne serais pas fâché de boire encore une dernière gorgée avant d'entrer. Buvez, maître Blasius, et reprenez vos esprits. Nous avons vu naître le petit Perdican. Et il n'était pas besoin du moment qu'il arrive de nous en dire si long. Et puissions-nous retrouver l'enfant dans le cœur de l'homme? Ma foi, l'écuelle est vide. Je ne croyais pas avoir tant bu. Adieu. J'ai préparé sur la route, entre-temps, 2 ou 3 phrases sans prétention qui plairont à mon Seigneur. Je vais tirer la cloche. Durement cahoté sur son âne essoufflé. Dame plus. Gravit la colline. Son écuyer transi, gourdine, à tour de bras le pauvre animal. Qui hoche la tête. Un chardon entre les dents. Ses longues jambes maigres. Trépigne de colère. Tandis que de ses mains osseuses. Elle égratigne son chapelet. Vous entendez bien plus? Vous arrivez comme la fièvre, avec le vent qui fait jaunir les bois? Un verre d'eau, canaille que vous êtes. Un verre d'eau et un peu de vinaigre. Venez-vous plus, mamie? Vos faux cheveux sont couverts de poussière, voilà tout pète gâté. Et votre chaste robe est retroussée jusqu'à vos vénérables jarretières. Sachez maintenant que la belle Camille, la nièce de votre maître, arrive aujourd'hui au château. Elle a quitté le couvent sur l'ordre express de Monseigneur pour venir en ces temps et lieux recueillir, comme faire se doit, le bon bien qu'elle a de sa mère. Son éducation, Dieu merci, est terminée, et ceux qui la verront auront la joie de respirer une glorieuse fleur de sagesse et de dévotion. Jamais il n'y a rien eu de si pur, de si ange, de si agneau et de si colombe que cette chère nonna. Que le Seigneur Dieu du ciel la conduise, ainsi soit-il. Rangez-vous, canaille. Il me semble que j'ai les jambes enflées. Défripez-vous, honnête pluche. Et quand vous prierez Dieu demander de la pluie, nos blés sont secs comme votre tibia. Vous m'avez apporté de l'eau dans une écuelle qui sent la cuisine. Donnez-moi la main. Vous êtes des butards et des malapris. Mettons nos habits du dimanche. Et attendons que le baron nous fasse appeler. Ou je me trompe fort, ou quelque joyeuse bombance est dans l'air aujourd'hui. Maître Briden, vous êtes mon ami. Je vous présente Maître Blasius, gouverneur de mon fils. Mon fils a eu hier matin, à midi 8 minutes, 21 ans comptés. Il est docteur à 4 boules blanches. Maître Blasius, je vous présente Maître Briden, curé de la paroisse, c'est mon ami. 4 boules blanches, seigneur, littérature, botanique, droit romain, droit canon. Allez à votre chambre, cher Blasius, mon fils ne va pas tarder à paraître. Faites un peu de toilette et revenez au coup de la cloche. Vous dirais-je le fond de ma pensée, monseigneur? Le gouverneur de votre fils sent le vin à pleine bouche. Cela est impossible. J'en suis sûr comme de ma vie.
Il m'a parlé de fort près tout à l'heure, il sentait le vin à faire peur. Brisons-là, je vous répète que cela est impossible. Vous voilà, dame Pluche. Ma nièce est sans doute avec vous. Elle me suit, monseigneur. Je l'ai devancée de quelques pas. Maître Briden, vous êtes mon ami. Je vous présente la dame Pluche, gouvernante de ma nièce. Ma nièce est depuis hier à 7 heures de nuit, parvenue à l'âge de 18 ans. Elle sort du meilleur couvent de France. Dame Pluche, je vous présente Maître Briden, curé de la paroisse. C'est mon ami. Du meilleur couvent de France, Seigneur. Et je puis ajouter la meilleure chrétienne du couvent. Allez, Dame Pluche, réparez le désordre où vous voilà. Ma nièce va bientôt venir, j'espère. Soyez prête à l'heure du dîner. Cette vieille demoiselle me paraît tout à fait pleine d'onction. Pleine d'onction et de componction, Maître Briden. Sa vertu est inattaquable. Mais le gouverneur sent le vin, j'en ai la certitude. Maître Briden, il y a des moments où je doute de votre amitié. Prenez-vous tâche de me contredire. Pas un mot de plus là-dessus. J'ai formé le dessein de marier mon fils avec ma nièce. C'est un couple assorti. Leur éducation me coûte 6 000 écus. Il faudra obtenir les dispenses. Je les ai, Briden. Elles sont sur ma table, dans mon cabinet. Oh, mon ami, apprenez maintenant que je suis plein de joie. Vous savez que j'ai eu de tout temps la plus profonde horreur pour la solitude. Cependant, la place que j'occupe et la gravité de mon habit me forcent à rester dans ce château pendant 3 mois d'hiver et 3 mois d'été. Il est austère et difficile, le recueillement de l'homme d'État. Et quel plaisir ne trouverais-je pas, tempéré par la présence de mes 2 enfants réunis, la sombre tristesse à laquelle je dois nécessairement être en proie depuis que le roi m'a nommé receveur. Ce mariage se fera-t-il ici ou à Paris? Voilà où je vous attendais, Briden. J'étais sûr de cette question. Eh bien, mon ami, que diriez-vous si ces mains que voilà, oui, Briden, vos propres mains, ne les regardez pas d'une manière aussi piteuse, étaient destinées à bénir solennellement l'heureuse confirmation de mes rêves les plus chers et... Je me tais. La reconnaissance me ferme la bouche. Regardez par cette fenêtre. Ne voyez-vous pas que mes gens se portent en foule à la grille? Mes 2 enfants arrivent en même temps. Voilà la combinaison la plus heureuse. J'ai disposé les choses de manière à tout prévoir. Ma nièce sera introduite par cette porte à gauche et mon fils par cette porte à droite. Qu'en dites-vous? Je me fais une fête de voir comment ils s'aborderont, ce qu'ils se diront. 6 000 écus ne sont pas une bagatelle, il ne faut pas s'y tromper. Ces 2 enfants s'aimaient d'ailleurs fort tendrement dès le berceau. Briden, il me vient une idée. Laquelle? Pendant le dîner, sans avoir l'air d'y toucher, vous comprenez, mon ami, tout en vidant quelques coupes joyeuses. Vous savez le latin, Briden? Ite d'épaule, par Dieu que je sais. Je serais bien aise de vous voir entreprendre ce garçon discrètement, s'entend devant sa cousine. Cela ne peut produire qu'un bon effet. Faites-le parler un peu latin. Non, pas précisément pendant le dîner, cela deviendrait fastidieux, et quant à moi, je n'y comprends rien. Mais au dessert, entendez-vous? Si vous n'y comprenez rien, monseigneur, il est probable que votre nièce est dans le même cas. Mais raison de plus. Ne voulez-vous pas qu'une femme admire ce qu'elle comprend? Sortez-vous, Briden. Voilà un raisonnement qui fait pitié. Je connais peu les femmes, mais il me semble qu'il est difficile qu'on admire ce qu'on ne comprend pas. Je les connais, Briden. Je connais ces êtres charmants et indéfinissables. Soyez persuadés qu'elles aiment à avoir de la poudre dans les yeux, et que plus on leur en jette, plus elles les écarquillent afin d'en gober davantage. Bonjour mon père. Bonjour mes enfants, mon cher Perdican, ma chère Camille, embrasse-moi, embrassez-vous. Ma soeur bien-aimée, quel bonheur. Mon père et mon cousin, je vous salue. Comme te voilà grande, Camille, et belle comme le jour. Quand as-tu quitté Paris, Perdican? Mercredi, je crois, ou mardi. Comme te voilà métamorphosée en femme. Je suis donc un homme, moi? Il me semble que c'est hier que je t'ai vu pas plus haute que ça. Vous devez être fatigué. La route est longue, il fait chaud. Mon Dieu, non. Regardez donc, mon père, comme Camille est jolie. Allons, Camille, embrasse ton cousin. Excusez-moi. Un compliment vaut un baiser. Embrasse-la, Perdican. Si ma cousine recule quand je lui tends la main, je vous dirai à mon tour, excusez-moi. L'amour peut voler un baiser, mais non pas l'amitié. L'amitié ni l'amour ne doivent recevoir que ce qu'ils peuvent rendre. Voilà un commencement de mauvais augure. Hein? Trop de pudeur est sans doute un défaut, mais le mariage la fera bien des scrupules. Je suis choqué, blessé. Votre
réponse m'a déplu, excusez-moi. Avez-vous vu qu'elle a fait mine de se signer? Voilà ici que je vous parle. Cela m'est pénible au dernier point. Ce moment qui devait m'être si doux m'est complètement gâté. Je suis piqué, vexé. Oh, diable, cela est fort mauvais. Dites-leur quelques mots, les voilà qui se tournent le dos. Eh bien, mes enfants, à quoi pensez-vous donc? Eh bien, Camille, que fais-tu devant cette tapisserie? Voilà un bien beau portrait, mon oncle. N'est-ce pas une grand-tante à nous? Oui, mon enfant, c'est un bisaïeul. Ou du moins la sœur de ton bisaïeul. Car la chère dame n'a jamais concouru pour sa part, je crois, autrement qu'en prière, à l'accroissement de la famille. Et c'était, ma foi, une sainte femme. Comme ce costume religieux lui va bien. Et toi, Père Dican, que fais-tu devant cette fleur? Voilà une fleur charmante, mon père, c'est un héliotrope. Que te moques-tu? Elle n'est pas plus grosse qu'une mouche. Petite fleur grosse comme une mouche a bien son prix. Sans doute. Le docteur a raison. Demandez-lui à quel sexe, à quelle classe elle appartient, de quels éléments elle se forme, d'où lui viennent sa sève et sa couleur. Il vous ravira en extase en vous décrivant les phénomènes de ce brin d'herbe depuis la racine jusqu'à la fleur. Je n'en sais pas si long, mon révérend, je trouve qu'elle sent bon, voilà tout. Deux formidables dîneurs sont en ce moment en présence au château. Maître Briden et Maître Blasius. N'avez-vous pas fait une remarque? C'est que lorsque deux hommes à peu près pareils, également gros, également sots, ayant les mêmes vices et les mêmes passions, viennent par hasard à se rencontrer, il faut nécessairement qu'ils s'adorent ou qu'ils s'exècrent. Par la raison que les contraires s'attirent. Qu'un homme grand et desséché aimera un homme petit et rond. Que les blonds recherchent les bruns. Et réciproquement. Je prévois une lutte secrète entre le gouverneur et le curé. Tous deux sont armés d'une égale impudence. Tous deux ont pour ventre un tonneau. Non seulement ils sont gloutons, Mais ils sont gourmets. tous deux se disputeront à dîner non seulement la quantité, mais la qualité. Si le poisson est petit, comment faire? Et dans tous les cas, une langue de carpe ne peut se partager. Et une carpe ne peut avoir deux langues. Ils t'aiment. Tous deux sont bavards. Mais, à la rigueur, ils peuvent parler ensemble sans écouter ni l'un ni l'autre. Déjà, Maître Briden a voulu adresser au jeune Perdicant plusieurs questions pédantes. Et le gouverneur a froncé le sourcil. Il lui est désagréable qu'un autre que lui semble mettre son élève à l'épreuve. Ils t'aiment. Ils sont aussi ignorants l'un que l'autre. Ils t'aiment. Ils sont prêtres tous deux. L'un se targuera de sa cure. Et l'autre se rengorgera dans sa charge de gouverneur. Maître Blasius confesse le fils. Et Maître Briden, le père. Déjà, je les vois accoudés sur la table. Les joues enflammées, les yeux à fleur de tête, secoués pleins de haine, leur triple menton. Ils se regardent de la tête aux pieds. Ils préludent par de légères escarmouches. Bientôt la guerre se déclare. Les cuistreries de toute espèce se croisent et s'échangent. Et pour comble de malheur, entre les deux ivrognes s'agit Dame Pluche, qui les repousse l'un et l'autre de ses coudes affilés. Maintenant que voilà le dîner fini, on ouvre la grille du château. C'est la compagnie qui sort. Retirons-nous à l'écart. Vénérable Pluche, je suis peiné. Est-il possible, monseigneur? Oui, Pluche, cela est possible. J'avais compté depuis longtemps. J'avais même écrit, noté sur mes tablettes de poche que ce jour devait être le plus agréable de mes jours. Oui, bonne dame, le plus agréable. Vous n'ignorez pas que mon dessein était de marier mon fils avec ma nièce. Cela a été résolu, convenu. J'en avais parlé à Briden. Et je crois voir que ces deux enfants se parlent froidement. Ils ne se sont pas dit un mot. Sont-ils prévenus de vos projets? Je leur ai touché quelques mots en particulier. Et voilà qu'ils viennent, monseigneur. Sais-tu que cela n'a rien de beau, Camille?
De m'avoir refusé un baiser? Je suis comme cela. C'est ma manière. Veux-tu mon bras pour faire un tour dans le village? Non. Je suis lasse. Ça ne te ferait pas plaisir de revoir la prairie? Te souviens-tu de nos parties sur le bateau? Viens. Nous descendrons jusqu'au moulin, je tiendrai les rames et toi le gouvernail. Je n'en ai nulle envie. Tu me fends l'âme. Quoi, pas un souvenir, Camille? Pas un battement de cœur pour notre enfance? Pour tout ce pauvre temps passé si bon, si doux? Tu veux pas venir voir le sentier par où nous allions à la ferme? Non. Pas ce soir. Pas ce soir, et quand donc? Toute notre vie est là. Je ne suis ni assez jeune pour m'amuser de mes poupées, ni assez vieille pour aimer le passé. Comment dis-tu cela? Je dis que les souvenirs d'enfance ne sont pas de mon goût. Cela t'ennuie? Oui. Cela m'ennuie. Pauvre enfant, je te plains sincèrement. Vous le voyez? Vous l'entendez, excellente pluche? Je m'attendais à la plus suave harmonie. Il me semble assister à un concert où le violon joue, mon cœur soupire. Pendant que la flûte joue vivant Henri IV. Et songez donc à la discordance affreuse qu'une pareille combinaison produirait. Et voilà pourtant ce qui se passe dans mon cœur. Je l'avoue, il m'est impossible de blâmer Camille. Et rien n'est de plus mauvais ton, à mon sens, que les parties de bateau. Parlez-vous sérieusement? Seigneur, une jeune fille qui se respecte ne se hasarde pas sur les pièces d'eau. Mais observez donc, dame Pluche, que son cousin doit l'épouser. Les convenances défendent de tenir un gouvernail. Et il est malséant de quitter la terre ferme seul avec un jeune homme. Mais je répète, je vous dis... C'est là mon opinion. Êtes-vous folle? Ou en vérité, vous me feriez dire... Il y a certaines expressions que je ne veux pas, qui me répugnent. Vous me donnez envie de... Si je me retenais... En vérité, vous êtes une pécore, Pluche. Je ne sais que penser de vous. Bonjour. Mes amis. Me reconnaissez-vous? Seigneur, vous ressemblez à un enfant que nous avons beaucoup aimé. N'est-ce pas vous qui m'avez porté sur votre dos pour passer les ruisseaux de vos prairies? Vous qui m'avez fait danser sur vos genoux, qui m'avez pris en croupe sur vos chevaux robustes, qui vous êtes serré quelquefois autour de vos tables pour me faire une place au souper de la ferme. Nous nous en souvenons, Seigneur. Vous étiez bien le plus mauvais garnement et le meilleur garçon de la terre. Et pourquoi donc alors ne m'embrassez-vous pas? Que Dieu te bénisse, enfant de nos entrailles. Chacun de nous voudrait te prendre dans ses bras. Mais nous sommes vieux, mon Seigneur, et vous êtes un homme. Oui. Il y a 10 ans que je ne vous ai vu et en un jour tout change sous le soleil. Je me suis élevé de quelques pieds vers le ciel et vous vous êtes courbés de quelques pouces vers le tombeau. Vos têtes ont blanchi. Vos pas sont devenus plus lents. Vous ne pouvez plus soulever de terre votre enfant d'autrefois, c'est donc à moi d'être votre père. À vous, qui avez été les miens. Votre retour est un jour plus heureux que votre naissance. J'ai plus doux de retrouver ceux qu'on aime que d'embrasser un nouveau-né. Quelle est donc cette jeune fille qui chante à sa croisée, derrière ces arbres? C'est Rosette, la sœur de lait de votre cousine Camille. Descends vite, Rosette, et viens ici. Oui, monseigneur. Voilà donc ma chère vallée, mes noyers, mes sentiers verts.
Ma petite fontaine. Voilà mes jours passés encore tout pleins de vie. Voilà le monde mystérieux des rêves de mon enfance. Ô patrie, patrie, mot incompréhensible. L'homme n'est-il donné que pour un coin de terre, pour y bâtir son nid et pour y vivre un jour? On nous a dit que vous êtes un savant, monseigneur. Oui, on me l'a dit aussi, les sciences sont une belle chose. Ces arbres et ces prairies enseignent à haute voix la plus belle de toutes. L'oubli de ce qu'on sait. Il s'est fait plus d'un changement pendant votre absence. Oui, il y a des filles mariées et des garçons partis pour l'armée. Vous me conterez tout cela, je m'attends à bien du nouveau. Mais en vérité, je n'en veux pas encore. Comme seul avoir est petit. Autrefois, il me paraissait immense. J'avais emporté dans ma tête un océan et des forêts, et je retrouve une goutte d'eau et des brins d'herbe. Tu me voyais de ta fenêtre et tu ne descendais pas, méchante fille? Donnez-moi vite cette main-là. Et cette joue-là que je t'embrasse. Oui, monseigneur. Es-tu mariée, petite? On m'a dit que tu l'étais. Non, Pourquoi il n'y a pas dans le village de plus jolies filles que toi? Nous te marierons, mon enfant. monseigneur, elle veut mourir fille. Est-ce vrai, Rosette? Non, Ta sœur Camille est arrivée, l'as-tu vue? elle n'est pas encore venue par ici. Eh ben, va-t'en vite mettre ta robe neuve et viens souper au château. Seigneur, j'ai un mot à vous dire. Le curé de la paroisse est un ivrogne. Et donc cela ne se peut pas. J'en suis certain. Il a bu à dîner 3 bouteilles de vin. Oui, cela est exorbitant. Et en sortant de table, il a marché sur les plates-bandes. Sur les plates-bandes. Je suis confondu, voilà qui est étrange. Boire 3 bouteilles de vin à dîner, marcher sur les plates-bandes, cela est incompréhensible. Pourquoi ne marchait-il pas dans l'allée? Parce qu'il allait de travers. Je commence à croire que Briden avait raison ce matin. Ce Blasius s'enleva d'une manière horrible. De plus, il a mangé beaucoup. Sa parole était embarrassée. Vraiment, je l'ai remarqué aussi. Il a lâché quelques mots latins. Oh, c'était autant de solécisme. Seigneur, c'est un homme dépravé. Voilà, ce Blasius a une odeur qui est intolérable. Apprenez, gouverneur, que j'ai bien autre chose en tête et que je ne me mêle point de ce qu'on boit, ni de ce qu'on mange. Je ne suis point un majordome. Ah, à Dieu ne plaise que je vous déplaise, monsieur le baron. Votre vin est bon. Il y a de bons vins dans mes caves. Seigneur, votre fils est sur la place, suivi de tous les polissons du village. Cela est impossible. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il ramassait des cailloux pour faire des ricochets. Des ricochets. Ma tête s'égare, voilà mes idées qui se bouleversent. Vous me faites un rapport insensé, Briden. Il est inouï qu'un docteur fasse des ricochets. Venez à la fenêtre, vous le verrez de vos propres yeux. Oh, ciel. Et Blasius avait raison. Briden va de travers. Regardez, monseigneur, le voilà au bord du lavoir. Il tient sous le bras une jeune paysanne. Une jeune paysanne. Mon fils vient-il ici pour débaucher mes vassals? Une paysanne sous son bras et tous les gamins du village autour de lui. Je me sens hors de moi. Cela crie vengeance. Tout est perdu, perdu, sans ressources. Je suis perdu. Briden va de travers, Blasius s'enleva à faire horreur, et mon fils séduit toutes les filles du village en faisant des ricochets. Seigneur, votre père est au désespoir. Pourquoi cela? Bah, vous n'ignorez pas qu'il avait formé le projet de vous unir à votre cousine Camille. Eh bien, je ne demande pas mieux. Cependant, le baron croit remarquer que vos caractères ne s'accordent pas. Cela est malheureux, je ne peux faire le mien. Rendrez-vous par là ce mariage impossible? Je vous répète que je ne demande pas mieux que d'épouser Camille. Allez trouver le baron et dites-lui cela. Déjà levé, cousine? J'en suis toujours pour ce que je t'ai dit hier, tu es jolie comme un cœur. Parlons sérieusement, Père Dican. Votre père veut nous marier, je ne sais ce que vous en pensez. Mais je tiens à vous dire que mon parti est pris là-dessus. Tant pis pour moi si je vous déplais. Pas plus qu'un autre. Je ne veux pas me marier. Il n'y a rien là dont votre orgueil puisse souffrir. L'orgueil n'est pas mon fait, je n'en estime ni les joies ni les peines.
Je suis venue ici pour recueillir le bien de ma mère. Je retourne demain au couvent. Il y a de la franchise dans ta démarche. Touche-la et soyons bons amis. Je n'aime pas les attouchements. Donne-moi ta main, Camille, je t'en prie. Que crains-tu de moi? Tu veux pas qu'on nous marie? Eh bien, ne nous marions pas, est-ce une raison pour nous haïr? Ne sommes-nous pas le frère et la sœur? Lorsque ta mère a ordonné ce mariage dans son testament, tout ce qu'elle a voulu, c'est que notre amitié fût éternelle. Voilà tout ce qu'elle a voulu. Pourquoi nous marier? Voilà ta main, voilà la mienne. Et pour qu'elle reste unie ainsi jusqu'au dernier soupir, crois-tu qu'il nous faille un prêtre? Nous n'avons besoin que de Dieu. Je suis bien aise que mon refus vous soit indifférent. Il ne m'est point indifférent, Camille. Ton amour m'eût donné la vie. Mais ton amitié m'en consolera. Ne quitte pas le château demain. Hier, tu as refusé de faire un tour de jardin parce que tu voyais en moi un mari dont tu ne voulais pas. Reste ici quelques jours. Laisse-moi espérer que notre vie passée n'est pas morte à jamais dans ton cœur. Je suis obligée de partir. Pourquoi? C'est mon secret. En aimes-tu un autre que moi? Non. Mais je veux partir. Irrévocablement. Oui. Irrévocablement. Eh bien, adieu. J'aurais voulu m'asseoir avec toi sous les marronniers du petit bois et causer de bonne amitié 1 heure ou 2. Mais si cela te déplaît, n'en parlons plus. Adieu, mon enfant. Dame Pluche? Tout est-il prêt? Partirons-nous demain? Mon tuteur a-t-il fini ses comptes? Oui, chère Colombe sans tache. Le baron m'a traité de pécore hier soir et je suis enchantée de partir. Tenez, voilà un mot d'écrit que vous porterez ce soir avant dîner de ma part à mon cousin Perdican. Seigneur mon Dieu, est-ce possible? Vous écrivez bien à un homme? Ne dois-je pas être sa femme? Je puis bien écrire à mon fiancé. Le Seigneur Perdican sort d'ici, que pouvez-vous lui écrire? Votre fiancé, miséricorde. Serait-il vrai que vous oubliez Jésus? Faites ce que je vous dis et disposez tout pour notre départ. C'est certain. On lui donnera encore aujourd'hui la place d'honneur. Cette chaise que j'ai si longtemps occupée à la droite du baron sera la proie du gouverneur. Oh, malheureux que je suis. Un âne batté, un ivrogne sans pudeur me relègue au bas bout de la table. Le majordome lui versera le premier verre de Malaga. Et quand les plats arriveront à moi, ils seront déjà à moitié froids. Et les meilleurs morceaux déjà avalés. Il ne restera plus autour des perdreaux, ni choux, ni carottes. Oh, cette église catholique. Qu'on lui donnait hier la meilleure place, cela se concevait, il venait d'arriver. Cela faisait bon nombre d'années qu'il ne s'était point assis à cette table. Dieu! Comme il dévorait, non. Rien ne me restera que des os et des pattes de poulet. Je ne puis supporter cet affront. Adieu. Adieu.
vénérable fauteuil où je me suis renversé tant de fois, gorgé de mets succulents. Adieu, bouteille cachetée, fumée sans pareille de venaison cuite à point. Adieu, table splendide, noble salle à manger. Je ne dirai plus bénédicité. Je retourne à ma cure. On ne me verra pas confondu parmi la foule des convives. Et comme César, je préfère être le premier dans mon village que le second en Rome. Puisque ta mère n'y est pas, viens faire un tour de promenade. Croyez-vous que ça me fasse du bien, tous ces baisers que vous me donnez? Quel mal y trouves-tu? Je t'embrasserai devant ta mère. N'es-tu pas la sœur de Camille? Ne suis-je pas ton frère, comme je suis le sien? Des mots sont des mots. Et des baisers sont des baisers. Mais garde d'esprit. Je m'en aperçois bien sitôt que je veux dire quelque chose. Les belles dames savent leur affaire selon qu'on leur embrasse la main droite ou la main gauche. Leurs pères les embrassent sur le front, leurs frères sur la joue. Leurs amoureux sur les lèvres. Moi, tout le monde m'embrasse sur les deux joues. Et cela me chagrine. Comme tu es jolie, mon enfant. Il ne faut pas non plus vous fâcher pour cela. Comme vous paraissez triste ce matin. Votre mariage est manqué? Les paysans de ton village se souviennent de m'avoir aimé. Les chiens de la basse-cour et les arbres du bois s'en souviennent aussi. Mais Camille ne s'en souvient pas. Et toi, Rosette, à quand le mariage? Ne parlons pas de cela, voulez-vous? Parlons plutôt du temps qu'il fait. De cette fleur que voilà. De vos chevaux. Ou de mes bonnets. De tout ce qui te plaira. De tout ce qui peut passer sur tes lèvres. Sans leur ôter ce sourire céleste que je respecte plus que ma vie. Pour respecter mon sourire, il faudra respecter guère mes lèvres, ce qu'il me semble. Regardez donc. Voilà une goutte d'eau qui m'est tombée sur la main. Et cependant, le ciel est pur. Pardonne-moi. Que vous ai-je donc fait pour que vous pleuriez? Oh, Seigneur, j'ai une chose singulière à vous dire. Tout à l'heure, j'étais par hasard dans l'office. Je veux dire, dans la galerie. Qu'aurais-je été faire dans l'office? J'étais donc dans la galerie. J'avais trouvé par accident une bouteille. Je veux dire, une carafe d'eau. Comment aurais-je trouvé une bouteille dans la galerie? J'étais donc en train de boire un coup de vin. Je veux dire, un verre d'eau pour passer le temps. Et je regardais par la fenêtre entre deux vases de fleurs qui me paraissaient d'un goût moderne, bien qu'ils soient imités de l'étrusque. Quelle insupportable manière de parler vous avez adopté, Blasius. Écoutez-moi, Seigneur, prêtez-moi un moment d'attention. Je regardais donc par la fenêtre. Ne vous impatientez pas, Seigneur, au nom du ciel. Il y va de l'honneur de la famille. De la famille? Mais cela est incompréhensible. De l'honneur de la famille, Blasius? Mais savez-vous que nous sommes 37 mâles et presque autant de femmes, tant à Paris qu'en province? Permettez-moi de continuer. Tandis que je buvais un coup de vin, je veux dire un verre d'eau pour hâter la digestion tardive, imaginez que j'ai vu passer sous la fenêtre Dame Pluche hors d'haleine. Mais pourquoi hors d'haleine, Blasius? Et à côté d'elle. Ceci est insolite. Et à côté d'elle, rouge de colère, votre nièce Camille. Mais qui était rouge de colère? Ma nièce ou Dame Pluche? Mais votre nièce, Seigneur. Ma nièce rouge de colère. Mais cela est incompréhensible. Comment savez-vous que c'était de colère? Elle pouvait être rouge pour 1000 raisons. Elle avait sans doute poursuivi quelques papillons dans mon parterre. Je ne puis rien affirmer là-dessus, cela se peut.
Mais elle s'écriait avec force, « Allez-y, trouvez-le, faites ce qu'on vous dit. Vous êtes une sotte, je le veux. » Et elle frappait avec son éventail sur le coude de Dame Pluche, qui faisait un soubresaut dans la luzerne à chaque exclamation. Dans la luzerne. Et que répondait la gouvernante aux extravagances de ma nièce? La gouvernante répondait, « Je ne peux pas y aller, je ne l'ai pas trouvé. Il fait la cour à toutes les filles du village, à des gardeuses de dindons. Je suis trop vieille pour commencer à porter des messages d'amour. Grâce à Dieu, j'ai vécu jusqu'ici les mains pures. » Et tout en parlant, elle froissait dans ses mains un petit papier plié en 4. Je n'y comprends rien. Mais j'y s'embrouille tout à fait. Quelle raison pouvait avoir Dame Pluche pour froisser un papier plié en 4 tout en faisant des soubresauts dans la luzerne? Vous ne comprenez pas clairement, Seigneur, ce que cela signifiait. Non, en vérité, non, mon ami. Je n'y comprends absolument rien. Tout ceci me paraît être une conduite désordonnée. Il l'est vrai, mais sans motif, comme sans excuse. Cela veut dire que votre nièce a une correspondance secrète. Taisez-vous, monsieur l'abbé. Songez-vous de qui vous parlez? Pesez vos paroles, monsieur l'abbé. Je les pèserai dans la balance céleste qui doit peser mon âme au jugement dernier. Je n'y trouverai pas un mot qui sente la fausse monnaie. Votre nièce a une correspondance secrète. Mais songez donc, mon ami, que cela est impossible. Pourquoi aurait-elle chargé sa gouvernante d'une lettre? Pourquoi aurait-elle crié « Trouvez-le » tandis que l'autre boudait et rechignait? Et à qui était adressée cette lettre? Voilà précisément le hic, monseigneur. Hic, Jacette les puces. À qui était adressée cette lettre? À un homme qui fait la cour à une gardeuse de dindons. Or, un homme qui recherche en public une gardeuse de dindons doit être soupçonné violemment d'être né pour les garder lui-même. Mais ma nièce m'a annoncé ce matin qu'elle repoussait son cousin Perdican. Aimerait-elle un gardeur de dindons? Passons dans mon cabinet. J'ai éprouvé depuis hier des secousses si violentes que je ne puis rassembler mes idées. Trouvez-vous à midi à la petite fontaine. Que veut dire cela? Tant de froideur? Un refus si positif, si cruel? Et un rendez-vous par-dessus tout? Si c'est pour me parler d'affaires, pourquoi choisir un pareil endroit? Est-ce une coquetterie? Ce matin, en me promenant avec Rosette, j'ai entendu remuer dans les broussailles et il m'a semblé que c'était un pas de biche. Y a-t-il ici quelque intrigue? Bonjour, cousin. J'ai cru m'apercevoir, à tort ou à raison, que vous me quittiez tristement ce matin. Vous m'avez pris la main malgré moi, je viens vous demander de me donner la vôtre. Je vous ai refusé un baiser, le voilà. Maintenant, vous m'avez dit que vous seriez bien aise de causer de bonne amitié. Asseyons-nous là et causons. Vous avez trouvé singulier de recevoir un billet de moi, n'est-ce pas? Je suis d'humeur changeante. Mais vous m'avez dit ce matin un mot très juste. Puisque nous nous quittons, quittons-nous bons amis. Vous ne savez pas la raison pour laquelle je pars. Je viens vous la dire. Je vais prendre le voile. Est-ce toi, Camille, que je vois dans cette fontaine, assise sur les marguerites comme au jour d'autrefois? Oui, Perdican, c'est moi. Je viens revivre un quart d'heure de la vie passée. Je vous ai paru brusque et hautaine. Cela est tout simple, j'ai renoncé au monde. Cependant, avant de le quitter, je serais bien aise d'avoir votre avis. Trouvez-vous que j'ai raison de me faire religieuse? Ne m'interrogez pas là-dessus, car je ne me ferai jamais moine. Depuis près de 10 ans que nous avons vécu éloignés l'un de l'autre, vous avez commencé l'expérience de la vie. Je sais quel homme vous êtes.
Et vous devez avoir beaucoup appris en peu de temps, avec un cœur et un esprit comme les vôtres. Dites-moi, avez-vous eu des maîtresses? Pourquoi cela? Répondez-moi, je vous en prie, sans modestie et sans fatuité. J'en ai eu, Les avez-vous aimées? de tout mon cœur. Où sont-elles maintenant? Le savez-vous? Voilà en vérité des questions singulières, que voulez-vous que je vous dise? Je ne suis ni leur mari ni leur frère, ils sont allés où bon leur a semblé. Il doit nécessairement y en avoir une que vous ayez préférée aux autres. Combien de temps avez-vous aimé celle que vous avez aimée le mieux? T'es une drôle de fille. Veux-tu te faire mon confesseur? C'est une grâce que je vous demande de me répondre sincèrement. Vous n'êtes point un libertin. Et je crois que votre cœur a de la probité. Vous avez dû inspirer l'amour, car vous le méritez. Et vous ne vous seriez pas livré à un caprice. Répondez-moi, je vous en prie. Ma foi, je ne m'en souviens pas. Connaissez-vous un homme qui n'ait aimé qu'une femme? Il y en a certainement. Est-ce un de vos amis? Dites-moi son nom. Je n'ai pas de nom à vous dire, mais je crois qu'il y a des hommes capables de n'aimer qu'une fois. Combien de fois un honnête homme peut-il aimer? Veux-tu me faire réciter une litanie ou récites-tu toi-même un catéchisme? Je voudrais m'instruire. Et savoir si j'ai tort ou raison de me faire religieuse. Si je vous épousais, ne devriez-vous pas répondre avec franchise à toutes mes questions et me montrer votre cœur à nu? Je vous estime beaucoup. Je vous crois par votre éducation et par votre nature supérieure à beaucoup d'autres hommes. Je suis fâchée que vous ne vous souveniez plus de ce que je vous demande. Peut-être en vous connaissant mieux, je m'en hardirai. Où veux-tu en venir? Parle, je répondrai. Répondez donc à ma première question. Ai-je raison de rester au couvent? Non. Je ferais donc mieux de vous épouser? Oui. Si le curé de votre paroisse soufflait sur un verre d'eau et vous disait que c'est un verre de vin, le boiriez-vous comme tel? Non. Si le curé de votre paroisse soufflait sur vous et me disait que vous m'aimerez toute votre vie, aurais-je raison de le croire? Oui. Et non. Que me conseilleriez-vous de faire le jour où je verrai que vous ne m'aimez plus? De prendre un amant. Que ferai-je ensuite le jour où mon amant ne m'aimera plus? Tu en prendras un autre. Et combien de temps cela durera-t-il? Jusqu'à ce que tes cheveux soient gris. Et alors les miens seront blancs. Savez-vous ce que c'est que les cloîtres, Père Dican? Vous êtes-vous jamais assis un jour entier sur le banc d'un monastère de femmes? Oui, je m'y suis assis. J'ai pour amie une sœur qui n'a que 30 ans et qui a eu 500 000 livres de revenus à l'âge de 15 ans. C'est la plus belle et la plus noble créature qui a marché sur terre. Elle était pairesse du Parlement et avait pour mari un des hommes les plus distingués de France. Aucune des nobles facultés humaines n'était restée sans culture en elle. Et comme un arbrisseau d'une sève choisie, tous ces bourgeons avaient donné des ramures. Jamais l'amour et le bonheur ne poseront leur couronne fleurie sur un front plus beau.
Son mari l'a trompée. Elle a aimé un autre homme. Elle se meurt de désespoir. Cela est possible. Nous habitons la même cellule. J'ai passé des nuits entières à parler de ses malheurs. Ils sont presque devenus les miens. Cela est singulier, n'est-ce pas? Je ne sais trop comment cela se fait. Quand elle me parlait de son mariage, quand elle me peignait d'abord l'ivresse des premiers jours, puis la tranquillité des autres, comme enfin tout s'était envolé, comme elle était assise le soir, au coin du feu, et lui auprès de la fenêtre, sans se dire un seul mot, comme leur amour avait langui, et comme tous les efforts pour se rapprocher n'aboutissaient qu'à des querelles, comme une figure étrangère est venue peu à peu se placer entre eux et se glisser dans leur souffrance, c'était moi que je voyais agir, tandis qu'elle parlait. Quand elle disait « là, j'ai été heureuse », mon cœur bondissait. Quand elle ajoutait « là, j'ai pleuré », mes larmes coulaient. Mais figurez-vous quelque chose de plus singulier encore. J'avais fini par me créer une vie imaginaire. Cela a duré 4 ans. Il est inutile de vous dire par combien de réflexions, de retours sur moi-même, tout cela est venu. Ce que je voulais vous raconter comme une curiosité, c'est que tous les récits de Louise, toutes les fictions de mes rêves, portaient votre ressemblance. Ma ressemblance à moi? Oui. Et cela est naturel, vous étiez le seul homme que j'eusse connu. En vérité, je vous ai aimé, Perdiccand. Quel âge as-tu, Camille? 18 ans. Continue, j'écoute. Il y a 200 femmes dans notre couvent. Un petit nombre de ces femmes ne connaîtra jamais la vie. Et tout le reste attend la mort. Plus d'une parmi elles sont sorties du monastère comme j'en sors aujourd'hui. Vierges et pleines d'espérance. Elles sont revenues peu de temps après, vieilles et désolées. Tous les jours, il en meurt dans nos dortoirs. Et tous les jours, il en vient de nouvelles prendre la place des mortes sur les matelas de crin. Les étrangers qui nous visitent admirent le calme et l'ordre de la maison. Ils regardent attentivement la blancheur de nos voiles. Ils se demandent pourquoi nous les rabaissons sur nos yeux. Que pensez-vous de ces femmes, Perdiccand? Ont-elles tort ou ont-elles raison? Je n'en sais rien. Il s'en est trouvé quelques-unes qui me conseillent de rester vierge. Je suis bien aise de vous consulter. Pensez-vous que ces femmes-là auraient mieux fait de prendre un amant et de me conseiller d'en faire autant? Je n'en sais rien. Vous aviez promis de me répondre. J'en suis dispensé tout naturellement, je ne crois pas que ce soit toi qui parles. Ça se peut. Il doit y avoir dans toutes mes idées des choses très ridicules. Il se peut bien qu'on m'ait fait la leçon. Et que je ne sois qu'un perroquet mal appris. Il y a dans la galerie un petit tableau qui représente un moine courbé sur un missel. À travers les barreaux obscurs de sa cellule glisse un faible rayon de soleil et on aperçoit une locanda italienne devant laquelle danse un chevrier. Lequel de ces deux hommes estimez-vous davantage? Ni l'un ni l'autre et tous les deux, ce sont deux hommes de chair et d'eau. Il y en a un qui lit, un autre qui danse. Je n'y vois pas autre chose. Tu as raison de te faire religieuse. Vous me disiez non tout à l'heure. Et je dis non, cela est possible. Ainsi, vous me le conseillez.
Ainsi tu ne crois à rien. Lève la tête, Perdicant, quel est l'homme qui ne croit à rien? En voilà un, je ne crois pas à la vie immortelle. Sœur chérie, les religieuses t'ont donné leur expérience, mais crois-moi, ce n'est pas la tienne. Tu ne mourras pas sans aimer. Je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir. Je veux aimer d'un amour éternel et faire des serments qui ne se violent pas. Voilà mon amant. Cet amant-là n'exclut pas les autres. Pour moi, du moins, il les exclura. Ne souriez pas, Perdicant. Il y a 10 ans que je ne vous ai vu et je pars demain. Dans 10 autres années, si nous nous revoyons, nous en reparlerons. J'ai voulu ne pas rester dans votre souvenir comme une froide statue. Car l'insensibilité mène au point où j'en suis. Écoutez-moi. Retournez à la vie. Et tant que vous serez heureux, tant que vous aimerez comme on peut aimer sur la terre, oubliez votre sœur Camille. Mais s'il vous arrive jamais d'être oublié ou d'oublier vous-même, si l'ange de l'espérance vous abandonne avec le vide dans le cœur, pensez à moi qui prierai pour vous. Tu es une orgueilleuse, garde à toi. Pourquoi? Tu as 18 ans et tu ne crois pas à l'amour? Y croyez-vous, vous qui parlez? Vous voilà courbé près de moi avec des genoux qui se sont usés sur les tapis de vos maîtresses. Et vous n'en savez plus le nom. Vous avez pleuré des larmes de joie et des larmes de désespoir. Mais vous saviez que l'eau des sources est plus constante que vos larmes. Et qu'elle serait toujours là pour laver vos paupières gonflées. Vous faites votre métier de jeune homme et vous souriez quand on vous parle de femme désolée. Vous ne pensez pas qu'on puisse mourir d'amour? Vous qui vivez et qui avez aimé? Mais qu'est-ce donc que le monde? Il me semble que vous devez cordialement mépriser ces femmes qui vous prennent telles que vous êtes. Et qui chassent leur dernier amant pour vous attirer dans leurs bras avec le baiser d'un autre sur les lèvres. Je vous ai demandé tout à l'heure si vous aviez aimé. Vous m'avez répondu comme un voyageur. À qui l'on demanderait s'il a été en Italie ou en Allemagne. Et puis qui dirait oui, j'y ai été. Et qui penserait aller en Suisse ou dans le premier pays venu. Est-ce donc une monnaie que votre amour? Pour qu'il puisse passer ainsi de main en main jusqu'à la mort? Non, ce n'est pas même une monnaie, car la plus mince pièce d'or vaut mieux que vous. Et dans quelques mains qu'elle passe, elle garde son effigie. Que tu es belle, Camille, lorsque tes yeux s'animent. Oui, je suis belle, je le sais, les complimenteurs ne m'apprendront rien. La froide nonne qui coupera mes cheveux pâlira peut-être de sa mutilation. Mais ils ne se changeront pas en bagues et en chaînes pour courir les boudoirs. Il n'en manquera pas un seul sur ma tête lorsque le fer y passera. Je ne veux qu'un coup de ciseau. Et quand le prêtre qui me bénira me passera au doigt l'anneau d'or de mon épouse céleste, la mèche de cheveux que je lui donnerai pourra semer d'or son manteau. Tu es en colère? En vérité. J'ai eu tort de parler. J'ai ma vie entière sur les lèvres. Oh, Perdicant, ne raillez pas. Tout cela est triste à mourir. Pauvre enfant, je te laisse dire, j'ai bien envie de te répondre un mot. Tu me parles d'une religieuse qui me paraît avoir eu sur toi une influence funeste. Tu dis qu'elle a été trompée? Qu'elle a trompé et qu'elle est désespérée? Es-tu sûr que si son mari ou son amant revenait lui tendre la main à travers la grille du parloir, elle refuserait de lui tendre la sienne?
Qu'est-ce que vous dites? J'ai mal entendu. Es-tu sûr que si son mari ou son amant revenait lui dire de souffrir encore, elle lui répondrait non? Je le crois. Il y a 200 femmes dans ton monastère. Et la plupart ont au fond du cœur des blessures profondes. Elles te les ont fait toucher. Elles ont coloré ta pensée virginale des gouttes de leur sang. Elles ont vécu, n'est-ce pas? Et elles t'ont montré avec horreur la route de leur vie. Tu t'es signé devant leurs cicatrices comme devant les plaies de Jésus. Elles t'ont fait une place dans leur procession lugubre. Et tu te serres contre ces corps décharnés avec une crainte religieuse lorsque tu vois passer un homme. Es-tu sûr que si l'homme qui passe était celui qui les a trompées? Celui pour qui elles pleurent et elles souffrent? Celui qu'elles maudissent en priant Dieu? Es-tu sûr qu'en le voyant, elles ne briseraient pas leur chaîne pour courir à leur malheur passé? Et pour presser leur poitrine sanglante sur le poignard qui les a meurtries? Sais-tu les rêves de ces femmes qui te disent de ne pas rêver? Sais-tu quel nom elles murmurent quand les sanglots qui sortent de leurs lèvres font trembler l'hostie qu'on leur présente? Elles qui s'assoient près de toi avec leur tête branlante pour verser dans ton oreille leur vieillesse flétrie. Elles qui sonnent dans les ruines de ta jeunesse le tocsin de leur désespoir et qui font sentir à ton sang vermeil la fraîcheur de leur tombe. Sais-tu qui elles sont? Vous me faites peur. Sais-tu ce que c'est que ces nonnes, malheureuses filles? Elles qui te représentent l'amour des hommes comme un mensonge, savent-elles qu'il y a pire encore? Le mensonge de l'amour divin? Savent-elles que c'est un crime qu'elles font de venir chuchoter à une vierge des paroles de femme? Oh, oh, comme elles t'ont fait la leçon. Comme j'avais prévu tout ça quand tu t'es arrêté devant le portrait de notre vieille tante. Tu voulais partir sans me serrer la main? Hein? Tu ne voulais revoir ni ce bois, ni cette pauvre petite fontaine qui nous regarde tout en larmes? Tu rognais les jours de ton enfance et le masque de plâtre que les nonnes t'ont placé sur les joues me refusait un baiser de frère. Mais ton cœur abattu. Il a oublié sa leçon, lui qui ne sait pas lire. Et tu es revenu t'asseoir sur l'herbe où nous voilà. Eh bien, Camille, ces femmes ont bien parlé, elles t'ont mise dans le vrai chemin. Il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie, mais dis-leur cela de ma part. Le ciel n'est pas pour elles. Ni pour moi, n'est-ce pas? Adieu, Camille, retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres, si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert, souvent je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu. » Et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. Indépendamment de votre ivrognerie, vous êtes un bellitre, maître Blasius. Mes valets vous voient entrer furtivement dans l'office. Et quand vous êtes convaincu d'avoir volé mes bouteilles de la manière la plus pitoyable, vous croyez vous justifier en accusant ma nièce d'une correspondance secrète? Sortez, monsieur l'abbé! Sortez! Et n'apparaissez jamais devant moi. Il est déraisonnable d'agir comme vous le faites. Et ma gravité m'oblige à ne vous pardonner de ma vie. Que font-ils maintenant? Hélas, voici midi, ils sont à table. Que mangent-ils? Que ne mangent-ils pas? J'ai vu la cuisinière traverser le village avec un énorme dindon. L'aide portait les truffes avec un panier de raisins.
Oh, disgrâce imprévue. Me voilà chassé du château, par conséquent de la salle à manger. Je ne boirai plus le vin de l'office. Je ne verrai plus fumer les plats. Je ne chaufferai plus au feu de la cheminée mon ventre copieux. Pourquoi une fatale curiosité m'a-t-elle poussé à écouter le dialogue de Dame Pluche et de la nièce? Pourquoi ai-je rapporté au baron tout ce que j'ai vu? Pourquoi un vain orgueil m'a-t-il chassé de cette table honorable où j'étais si bien accueilli? Que m'importait-il d'être à droite ou à gauche? Hélas, j'étais gris, il faut en convenir, lorsque j'ai fait cette folie. Hélas, le vin m'avait monté à la tête quand j'ai commis cette imprudence. Il me semble que voilà le curé. C'est le gouverneur en personne? Oh, monsieur le curé, que faites-vous là? Moi? Je vais dîner, vous ne venez pas? Pas aujourd'hui, hélas. Maître Briden, intercédez pour moi. Le baron m'a chassé. Oui, j'ai accusé faussement mademoiselle Camille d'avoir une correspondance secrète, et cependant, Dieu m'est témoin que j'ai vu, ou que j'ai cru voir, Dame Pluche dans la luzerne. Je suis perdu, monsieur le curé. Hélas, que m'apprenez-vous là? Hélas, hélas, la vérité. Je suis en disgrâce complète pour avoir volé une bouteille. Mais que me parlez-vous de bouteilles volées à propos d'une luzerne et d'une correspondance? Je supplie de plaider ma cause. Je suis honnête, Seigneur Briden. Oh, dites, Seigneur Briden, je suis votre serviteur. Ô fortune, est-ce un rêve? Je serai donc assis sur toi, ô chaise bienheureuse. Je vous serai reconnaissant d'écouter mon histoire et de vouloir bien m'excuser. Brave Seigneur, oh cher curé. Monsieur, il est midi sonné, je m'en vais dîner. Si le baron se plaint de vous, c'est votre affaire. Je n'intercède point pour un ivrogne. Vite, volons à la grille, et toi, mon ventre, arrondis-toi. Ah, misérable Pluche, c'est toi qui paieras pour tous. Oui, c'est toi qui es cause de ma ruine. Femme déhontée, vile entremetteuse, c'est à toi que je dois cette disgrâce. Oh, sainte université de Paris, on me traite d'ivrogne. Je suis perdu si je ne saisis une lettre et si je ne prouve au baron que sa nièce a une correspondance. Je l'ai vu ce matin écrire à son bureau. Patience, voici du nouveau. Pluche, donnez-moi cette lettre. Que signifie cela? C'est une lettre de ma maîtresse que je vais mettre à la poste au village. Donnez-moi cette lettre, vous êtes morte. Moi, morte? Marie, Jésus Vierge Marie. Oui, morte, Pluche, donnez-moi ce papier. Qu'y a-t-il? Que faites-vous, Blasius? Pourquoi violenter cette femme? Rendez-moi cette lettre. Il me l'a prise, Seigneur, justice. C'est une entremetteuse. Cette lettre est un billet doux. C'est une lettre de Camille, Seigneur, de votre fiancé. C'est un billet doux, un gardeur de dindon. Tu en as menti, abbé. Apprends ça de moi. Donnez-moi cette lettre. Je ne comprends rien à votre dispute, mais en qualité de fiancé de Camille, je m'arroge le droit de la lire. À la sœur Louise, au couvent. Allez dîner, je me charge de remettre cette lettre à la poste. Retirez-vous, Dame Pluche. Vous êtes une digne femme et Maître Blasius est un sot. Je pars aujourd'hui, ma chère, et tout est arrivé comme je l'avais prévu. C'est une terrible chose, mais ce pauvre jeune homme a le poignard dans le cœur. Il ne se consolera pas de m'avoir perdu. Cependant, j'ai fait tout au monde pour le dégoûter de moi. Dieu me pardonnera de l'avoir réduit au désespoir par mon refus. Hélas, ma chère, que pouvais-je y faire? Priez pour moi. Nous nous reverrons demain et pour toujours. Tout à vous du meilleur de mon âme, Camille. Est-il possible, Camille écrit cela? C'est de moi qu'elle parle ainsi? Moi, au désespoir de son refus? Bon Dieu, si cela était vrai, on le verrait bien. Elle a fait tout au monde pour me dégoûter, dit-elle, et j'ai le poignard dans le cœur. Quel intérêt peut-elle avoir à inventer un roman pareil? Cette pauvre Camille a peut-être une grande piété. C'est de bon cœur qu'elle se donne à Dieu. Mais elle a résolu et décrété qu'elle me laisserait au désespoir. Cela a été convenu entre les bonnes amies avant de partir du couvent. On a décidé que Camille allait revoir son cousin, qu'on voudrait lui faire épouser, qu'elle refuserait et que le cousin serait désolé. Cela est si intéressant, une jeune fille qui fait à Dieu le sacrifice du bonheur d'un cousin. Non, et non, Camille, je ne t'aime pas.
Je ne suis pas au désespoir. Je n'ai pas le poignard dans le cœur. Et je te le prouverai, oui. Tu sauras que j'en aime une autre avant de partir d'ici. Allez au château, dites à la cuisine qu'on envoie un valet porter à Mademoiselle Camille le billet que voici. Mais monseigneur, Maintenant, à l'autre. Ah, je suis au désespoir. Oh la Rosette! Rosette! C'est vous, monseigneur? Entrez, ma mère y est. Mets ton plus beau bonnet, Rosette, et viens avec moi. Où donc? Je te le dirai, demande la permission à ta mère, mais dépêche-toi. Oui, monseigneur. mademoiselle, je vais au château porter une lettre pour vous. Faut-il que je vous la donne ou que je la remette à la cuisine, comme l'a dit le seigneur Perdican? Donne-la-moi. Si vous aimez mieux que je la porte au château, c'est pas la peine de m'attarder. Je te dis de me la donner. Ce qui vous plaira. Tiens, voilà pour ta peine. Oh, merci. Je m'en vais, n'est-ce pas? Si tu veux. Je m'en vais. Perdican me demande de lui dire adieu avant de partir, près de la petite fontaine où je l'ai fait venir hier. Que peut-il avoir à me dire? Dois-je accorder ce second rendez-vous? Je t'aime, Rosette. Toi seul au monde, tu n'as rien oublié de nos beaux jours passés. Toi seul, tu te souviens de la vie qui n'est plus. Donne-moi ton cœur, voilà le gage de notre amour. Vous me donnez votre chaîne d'or? Regarde à présent cette bague. Nous vois-tu tous les deux dans la source? Appuyés l'un sur l'autre? Vois-tu tes beaux yeux près des miens? Ta main dans la mienne? Regarde tout cela s'effacer. Regarde que notre image a disparu. La voilà qui revient peu à peu. L'eau qui s'était troublée reprend son équilibre. Elle tremble encore, de grands cercles noirs courent à sa surface. Patience, nous reparaissons. Déjà, je distingue de nouveau tes bras enlacés dans les miens. Encore une minute et il n'y aura plus une ride sur ton joli visage. Regarde. C'était une bague que m'avait donnée Camille. Il a jeté ma bague dans l'eau. Sais-tu ce que c'est que l'amour, Rosette? Écoute. Le vent se tait. La pluie du matin roule en perles sur les feuilles séchées que le soleil ranime. Par la lumière du ciel, par le soleil que va. Je t'aime. Tu veux bien de moi, n'est-ce pas? On n'a pas flétri ta jeunesse. On n'a pas infiltré dans ton sang vermeil les restes d'un sang infadiste. Il ne veut pas te faire religieuse. Te voilà jeune et belle, dans les bras d'un jeune homme. Oh, Rosette. Rosette, sais-tu ce que c'est que l'amour? Hélas, monsieur le docteur. Je vous aimerai comme je pourrai. Oui, comme tu pourras. Et tu m'aimeras mieux toute paysanne que tu es et tout docteur que je suis que ces pâles statues fabriquées par les nonnes qui ont la tête à la place du cœur et qui sortent de leur cloître pour venir répandre dans la vie l'atmosphère humide de leurs cellules. Tu ne sais rien? Tu ne comprends pas le sens des paroles que tu répètes lorsque tu t'agenouilles au pied de ton lit, mais tu comprends que tu pries. Et c'est tout ce qu'il faut à Dieu. Comme vous me parlez, monseigneur. Tu ne sais pas lire?
Mais tu sais ce que disent ces bois et ces prairies, ces tièdes rivières, ces beaux champs couverts de moissons, toute cette nature splendide de jeunesse. Tu reconnais tous ces milliers de frères et moi pour l'un d'entre eux? Tu seras ma femme, et nous prendrons racine ensemble dans la sève du monde tout-puissant. Il se passe assurément quelque chose d'étrange au château. Camille a refusé d'épouser Perdican. Elle doit retourner aujourd'hui au couvent dont elle est venue. Mais je crois que le seigneur, son cousin, s'est consolé avec Rosette. Hélas, la pauvre fille ne sait pas quel danger elle court. En écoutant les discours d'un jeune et galant seigneur. Vite, vite, console mon âne. Passez-vous comme un songe léger, ô vénérable dame. Allez-vous si promptement fourcher de rechef cette pauvre bête, qui est si triste de porter? Dieu merci, chère canaille, je ne mourrai pas ici. Mourez au loin pluche, mamie. Moureux inconnu dans un caveau malsain. Nous ferons des vœux pour votre respectable résurrection. Chère Camille, tout est prêt pour notre départ. Le baron a rendu ses comptes et mon âne est batté. Allez au diable, vous et votre âne. Je ne partirai pas aujourd'hui. Seigneur Jésus, Camille a juré. Que veut dire ceci? Dame Pluche est pâle de terreur. Ses faux cheveux tentent de se hérisser. Sa poitrine siffle avec force et ses doigts s'allongent en se crispant. Seigneur, il faut que je vous parle en particulier. Votre fils fait la cour à une fille du village. C'est absurde, mon ami. Je l'ai vu distinctement passer dans la bruyère en lui donnant le bras. Il se penchait à son oreille et lui promettait de l'épouser. Ouais, monstrueux. Soyez-en convaincus. De plus, il lui a fait un présent considérable que la petite a montré à sa mère. Considérable, Boyden? En quoi considérable? Pour le poids et pour la conséquence. C'est la chaîne d'or qu'il portait à son bonnet. Passons dans mon cabinet, je ne sais plus à quoi m'en tenir. Il a pris ma lettre, dites-vous? Oui, mon enfant, il s'est chargé de la mettre à la poste. Dame Pluche, faites-moi le plaisir d'aller dire à Perdican que je l'attends au château. Il a lu ma lettre, cela est certain. Sa scène du bois est une vengeance, comme son amour pour Rosette. Il a voulu me prouver qu'il en aimait une autre que moi, et jouer l'indifférent malgré son dépit. Est-ce qu'il m'aimerait par hasard? Es-tu là, Rosette? Oui. Écoute-moi, mon enfant. Le seigneur Perdican ne te fait-il pas la cour? Hélas, oui. Que penses-tu de ce qu'il t'a dit ce matin? Ce matin ou donc? Ne veux pas l'hypocrite. Ce matin à la fontaine, dans le petit bois. Vous m'avez donc vu? Non, je ne t'ai pas vu. Il t'a fait de beaux discours, n'est-ce pas? Gageons qu'il t'a promis de t'épouser. Comment le savez-vous? Qu'importe comment je le sais. Crois-tu à ses promesses, Rosette? Comment n'y croirais-je pas? Il me tromperait donc. Pourquoi faire? Perdican ne t'épousera pas, mon enfant. Hélas, je n'en sais rien.
Tu l'aimes, pauvre fille? Il ne t'épousera pas. Et la preuve, je vais te la donner. Rentre là. Tu n'auras qu'à prêter l'oreille et à venir quand je t'appellerai. Moi qui croyais faire un acte de vengeance, ferais-je un acte d'humanité? La pauvre fille a le cœur pris. Bonjour, cousin. Asseyez-vous. Quelle toilette, Camille? À qui en voulez-vous? À vous, peut-être. Je suis fâchée de n'avoir pu me rendre au rendez-vous que vous m'avez demandé. Vous aviez quelque chose à me dire? Je n'ai rien à vous dire qu'un adieu, Camille. Je croyais que vous partiez. Cependant, votre cheval est à l'écurie et vous n'avez pas l'air d'être en robe de voyage. J'aime la discussion. Je ne suis pas bien sûre de ne pas avoir eu envie de me quereller encore avec vous. À quoi sert de se quereller quand le raccommodement est impossible? Le plaisir des disputes, c'est de faire la paix. Êtes-vous convaincu que je ne veuille pas la faire? Ne riez pas, je ne suis pas de force à vous répondre. Je voudrais qu'on me fît la cour. Je ne sais si c'est que j'ai une robe neuve. Et j'ai envie de m'amuser. Vous m'avez proposé d'aller au village. Allons-y. Je veux bien. Mettons-nous en bateau. J'ai envie d'aller dîner sur l'herbe. Ou de faire une promenade dans la forêt. Fera-t-il clair de lune ce soir? Cela est singulier, vous n'avez plus au doigt la bague que je vous ai donnée? Je l'ai perdue. C'est pour cela que je l'ai trouvée. Tenez, Perdicant, la voilà. Est-ce possible, où l'avez-vous trouvée? Il faut regarder si mes mains sont mouillées, n'est-ce pas? En vérité, j'ai gâté ma robe de couvent pour retirer ce petit hochet d'enfant de la fontaine. Voilà pourquoi j'en ai mis une autre. Et je vous dis, cela m'a changé. Mettez donc cela à votre doigt. Tu retirais cette bague de l'eau, Camille? Au risque de te précipiter? Est-ce un songe, la voilà? C'est toi qui me la mets au doigt. Pourquoi me le rends-tu, ce triste gage d'un bonheur qui n'est plus? Pars, coquette et imprudente fille. Pourquoi pars-tu? Pourquoi restes-tu? Pourquoi d'une heure à l'autre changes-tu d'apparence et de couleur comme la pierre de cette bague? À chaque rayon du soleil. Connaissez-vous le cœur des femmes, Perdicant? Êtes-vous sûr de leur inconstance? Et savez-vous si elles changent réellement de pensée? En changeant quelquefois de langage? Il y en a qui disent que non. Sans doute il nous faut souvent jouer un rôle. Souvent mentir. Vous voyez que je suis franche. Mais êtes-vous sûr que tout ment dans une femme lorsque sa langue ment? Avez-vous bien réfléchi à la nature de cet être faible et violent? À la rigueur avec laquelle on le juge?
Au principe qu'on lui impose et qui s'est si forcé à tromper par le monde, la tête de ce petit être sans cervelle ne peut pas y prendre plaisir. Et mentir quelquefois par passe-temps, par folie, comme elle ment par nécessité. Je n'entends rien à tout cela et je ne mens jamais. Je t'aime, Camille. Voilà tout ce que je sais. Vous dites que vous m'aimez et vous ne mentez jamais. Jamais. Voilà une qui dit pourtant que cela vous arrive quelquefois. Que répondrez-vous à cet enfant, Père Dican, lorsqu'elle vous demandera compte de vos paroles? Si vous ne mentez jamais, d'où vient donc qu'elle s'est évanouie en vous entendant me dire que vous m'aimez? Je vous laisse avec elle. Tâchez de la faire revenir. Un instant, Camille, écoute-moi. Que voulez-vous me dire? C'est à Rosette qu'il faut parler. Je ne vous aime pas, moi. Je n'ai pas été chercher par dépit cette malheureuse enfant en fond de sa chaumière pour en faire un appât, un jouet. Je n'ai pas répété devant elle des paroles brûlantes adressées à une autre. Je n'ai pas faim de jeter au vent pour elle le souvenir d'une amitié chérie. Je ne lui ai pas mis ma chaîne au cou. Je ne lui ai pas dit que je l'épouserais. Écoute-moi! Tu m'as souri tout à l'heure, quand je te dis que je n'avais pu aller à la fontaine? Eh bien oui, j'y étais. Et j'ai tout entendu. Mais Dieu m'en est témoin, je ne voudrais pas avoir parlé comme toi. Que feras-tu cette fille-là maintenant? Quand elle viendra avec tes baisers ardents sur les lèvres, te montrant en pleurant la blessure que tu lui as faite. Tu as voulu te venger de moi, n'est-ce pas? Et me punir d'une lettre écrite à mon couvent. Tu as voulu me lancer à tout prix quelques traits qui pût m'atteindre. Et tu comptais pour rien que ta flèche empoisonnée traversât cet enfant, pourvu qu'elle me frappât derrière elle. Je m'étais vanté de t'avoir inspiré quelque amour, de te laisser quelques regrets, cela t'a blessé dans ton noble orgueil. Eh bien, apprends-le de moi. Tu m'aimes, entends-tu? Mais tu épouseras cette fille. Tu n'es qu'un lâche. Oui, je l'épouserai. Tu feras bien. Très bien. Et beaucoup mieux qu'en t'épousant toi-même. Qu'y a-t-il, Camille, qui t'échauffe si fort? Cet enfant s'est évanoui, nous la ferons bien revenir. Il suffit pour cela d'un flacon de vinaigre. Tu as voulu me prouver que j'avais menti une fois dans ma vie? Cela est possible. Mais je te trouve hardi de décider à quel instant. Viens, aide-moi à secourir Rosette. Si cela se fait, je deviendrai fou. Employez votre autorité. Je deviendrai fou et je refuserai mon consentement. Voilà qui est certain. Vous devriez lui parler et lui faire entendre raison. Cela me jettera dans le désespoir pour tout le carnaval. Je ne m'arrêterai pas une fois à la cour. C'est un mariage disproportionné. Jamais on n'a entendu parler d'épouser la cervelée de sa cousine. Cela passe à toute espèce de borne. Mais faites-le appeler. Et dites-lui nettement que ce mariage vous déplaît. Croyez-moi, c'est une folie et il ne résistera pas. Je serai vêtu de noir cet hiver. Tenez-le pour assuré. Mais parlez-lui au nom du ciel. C'est un coup de tête qu'il a fait. Peut-être n'est-il déjà plus temps. S'il en a parlé, il le fera. Je vais m'enfermer pour m'abandonner à ma douleur. Dites-lui, s'il me demande, que je suis enfermé et que je m'abandonne à ma douleur de le voir épouser une fille sans nom. Ne trouverai-je pas ici un homme de cœur? En vérité, quand on en cherche,
On est effrayé de sa solitude. Eh bien, cousin? À quand le mariage? Le plus tôt possible. J'en ai déjà parlé au notaire, au curé et à tous les paysans. Vous comptez donc réellement que vous épouserez Rosette? Assurément. Qu'en dira votre père? Tout ce qu'il voudra, il me plaît d'épouser cette fille. C'est une idée que je vous dois, je m'y tiens. Faut-il vous répéter les lieux communs les plus rebattus sur sa naissance et sur la mienne? Elle est jeune et jolie et elle m'aime. C'est plus qu'il n'en faut pour être 3 fois heureux. Qu'elle ait de l'esprit ou qu'elle n'en ait pas, j'aurais pu trouver pire. On criera, on raillera, je m'en lave les mains. Il n'y a rien là de risible, vous faites très bien de l'épouser. Mais je suis fâchée pour vous d'une chose. C'est qu'on dira que vous l'avez fait par dépit. Vous êtes fâché de cela? Oh que non. Si. J'en suis vraiment fâchée pour vous. Cela fait du tort à un jeune homme de ne pouvoir résister à un moment de dépit. Soyez-en donc fâché, quant à moi cela m'est bien égal. Mais vous n'y pensez pas, c'est une fille de rien. Elle sera donc de quelque chose lorsqu'elle sera ma femme. Elle vous ennuiera avant que le notaire ait mis ses habits neufs et ses souliers pour venir ici. Le cœur vous lèvera au repas de noces. Et le soir de la fête, vous lui ferez couper les mains et les pieds comme dans les contes arabes, parce qu'elle sentira le ragoût. Vous verrez que non. Vous ne me connaissez pas quand une femme est douce et sensible, fraîche, bonne et belle. Je suis capable de me contenter de cela, oui, en vérité, jusqu'à ne pas me soucier de savoir si elle parle latin. Il est à regretter qu'on ait dépensé tant d'argent pour vous la prendre, c'est 3000 écus de perdus. Oui, on aurait mieux fait de les donner aux pauvres. Ce sera vous qui vous en chargerez. Du moins pour les pauvres d'esprit. Et ils me donneront en échange le royaume des cieux, car il est à eux. Combien de temps durera cette plaisanterie? Quelle plaisanterie? Votre mariage avec Rosette. Oh, bien peu de temps. Dieu n'a pas fait de l'homme une œuvre de durée. 30 ou 40 ans, tout au plus. Je suis curieuse de danser à vos noces. Écoutez-moi, Camille, voilà un ton de persiflage qui est hors de propos. Il me plaît trop pour que je le quitte. Je vous quitte donc moi-même, car j'en ai tout à l'heure assez. Allez-vous chez votre épousée? Oui, j'y vais de ce pas. Donnez-moi donc le bras, j'y vais aussi. Te voilà, mon enfant. Viens, je vais te présenter à mon père. Monseigneur, je viens vous demander une grâce. Tous les gens du village à qui j'ai parlé ce matin m'ont dit que vous aimiez votre cousine. Et que vous m'aviez fait la cour pour vous divertir tous deux. On se moque de moi quand je passe. Et je ne pourrai plus trouver de mari dans le pays. Après avoir servi de risée à tout le monde. Permettez-moi de vous rendre le collier que vous m'avez donné. Et de vivre empêcher ma mère. Tu es une brave fille, Rosette. Garde ce collier, c'est moi qui te le donne. Et mon cousin prendra le mien à la place. Quand un mari n'en soit pas embarrassé, je me charge de t'en trouver un. Ce n'est pas difficile, en effet. Allons, viens, Rosette, que je te mène à mon père. Pourquoi? Ça est inutile. Oui, vous avez raison, mon père nous recevrait mal. Il faut laisser passer le premier temps de surprise qu'il a éprouvé. Viens avec moi, nous retournerons sur la place. Je trouve plaisant qu'on dise que je ne t'aime pas quand je t'épouse. Par Dieu, nous les ferons bien taire. Que se passe-t-il donc en moi? Il l'emmène d'un air bien tranquille. Il me semble que la tête me tourne. Est-ce qu'il l'épouserait tout de bon? Oh là, Dame Pluche. Dame Pluche! Y a-t-il personne ici? Courez après le seigneur Perdican, dites-lui vite qu'il remonte ici. J'ai à lui parler. Mais qu'est-ce donc que tout cela?
Je n'en puis plus. Vous m'avez demandé, Camille? Non. Non. En vérité, vous voilà pâle. Avez-vous à me dire? Vous m'avez fait rappeler pour me parler? Non. Non. Oh, Seigneur Dieu. M'avez-vous abandonné, ô mon Dieu? Vous le savez. Lorsque je suis venue, j'avais juré de vous être fidèle. Quand j'ai refusé de devenir l'épouse d'un autre que vous, j'ai cru parler sincèrement devant vous et ma conscience. Vous le savez, mon Dieu. Ne voulez-vous donc plus de moi? Oh, pourquoi faites-vous mentir la vérité elle-même? Pourquoi suis-je si faible? Oh, malheureuse, je ne puis plus prier. Orgueil. Le plus fatal des conseillers humains qu'es-tu venu faire entre cette fille et moi? La voilà pâle et effrayée qui presse sur les dalles insensibles son cœur et son visage. Elle aurait pu m'aimer et nous étions nés l'un pour l'autre. Qu'es-tu venu faire sur nos lèvres, orgueil, lorsque nos mains allaient se joindre? Qui me suivit? Qui parle sous cette voûte? Est-ce toi, Perdiccand? Quel songe avons-nous fait, Camille? Quelles vaines paroles! Quelle misérable folie ont passé comme un vent funeste entre nous deux! Lequel de nous a voulu tromper l'autre? Hélas, cette vie est elle-même un si pénible rêve. Pourquoi encore y mêler les nôtres? Le vert sentier qui nous conduisait l'un vers l'autre avait une pente si douce. Il était entouré de buissons si fleuris. Il se perdait dans un si tranquille horizon. Il a bien fallu que la vanité, le bavardage et la colère vinssent jeter leurs rochers informes sur la route céleste qui nous aurait conduits à toi dans un baiser. Il a bien fallu que nous nous fissions du mal, car nous sommes des hommes. Oh, insensés! Nous nous aimons. Oui, Perdiccand, nous nous aimons. Laisse-moi le sentir sur ton cœur. Ce Dieu qui nous regarde ne se n'offensera pas. Il veut bien que je t'aime, il y a 15 ans qu'il le sait. Rosette. Comment est-elle ici?
La pauvre enfant nous a sans doute épiés. Il me semble que j'ai les mains couvertes de sang. Ah, hélas, tout cela est cruel. Viens. Portons-lui secours. Non, en vérité, je n'irai pas. Vas-y, toi, Camille. Et tâche de la ramener. Je vous en supplie, mon Dieu, ne faites pas de moi un meurtrier. Vous voyez ce qui se passe, nous sommes deux enfants insensés, nous avons joué avec la vie et la mort. Mais notre cœur est pur. Ne tuez pas Rosette, Dieu juste. Je réparerai ma faute. Je trouverai un mari, elle est jeune, elle sera riche. Elle sera heureuse. Ne faites pas cela, ô Dieu. Vous pouvez bénir encore 4 de vos enfants. Eh bien, Camille. Qu'y a-t-il? Elle est morte. Adieu, Perdiccand.